Bonjour, bienvenue à ce 4e webinaire organisé par le Cercle de Wallonie pour les membres du Cercle de Wallonie avec une thématique qui est dans l'actualité en ce vendredi. Alors justement, pour en parler, j'ai autour de moi deux éminents membres du Cercle de Wallonie. Olivier Doissège, qui est administrateur délégué à ma gauche, donc administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises, et à ma droite, Pierre-Frédéric Nitz, qui est président de l'Union des classes moyennes. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints ici dans un studio. Alors, la première question, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je regarde Pierre-Frédéric parce que vous faites partie du groupe d'Edis et je sais qu'à l'Union Wallonne aussi à travers la FEB, mais une bonne nouvelle, en tout cas pour les membres qui nous regardent, c'est qu'il y aura une prolongation du chômage pour force majeure jusqu'au 31 août 2020, c'est bien ça? Voilà, exactement. Alors, sur le principe, quand il y a un accord au groupe d'Edis, c'est toujours une petite victoire. Il faut être très clair. Ça veut dire que les syndicats et le banc patronal, on a réussi à prendre nos responsabilités et donc on a sorti un accord. C'est un accord minimaliste. Il faut être très clair. Il y a encore beaucoup de choses qui sont dans le pipe, comme on dit, mais on a un accord pour prolonger dans la même formule qu'actuellement, certaines mesures, et la première mesure, c'est le chômage temporaire de force majeure. Nous avions demandé dès le début une possibilité de mettre le personnel en chômage de façon simple et de façon rapide. Et le chômage force majeure correspondait à cela. Et on constate aujourd'hui qu'on a besoin de prolonger cette mesure. Et le groupe d'Edis a rendu un avis qui propose une prolongation, alors non pas jusqu'au 31 décembre comme on l'avait souhaité chez nous, chez UCM, mais on a déjà une prolongation jusqu'au 31 du 8. C'est un élément qui est tout à fait fondamental et que nous souhaitions. C'est un premier pas dans la bonne direction. Et c'est toujours avec les mêmes conditions, c'est-à-dire 70% du salaire? Voilà, donc on n'a rien touché à la fois en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs. C'est aux mêmes conditions, c'était fondamental. C'est une formule qui a coûté moins cher. On avait annoncé un coût de 3 milliards. On est aujourd'hui à 1,3 milliard. Donc c'est une mesure que l'on peut prolonger dans sa structure actuelle. Après, on verra, mais nous sommes demandeurs, puisque manifestement la relance est quand même un peu plus lente que prévu, nous sommes demandeurs d'une prolongation de telles mesures. Alors Olivier Doissège, vous en tant que patron de l'Union Wallonne des entreprises, j'imagine que vous êtes aussi ravi. Et est-ce qu'on pourrait dire que l'appétit vient en mangeant? C'est-à-dire qu'au-delà du 31 août, vous espérez qu'on aille encore plus loin, fin décembre par exemple? Oui, bien sûr. Je pense que la reprise, elle ne se fera pas en V comme certains l'avaient supposé. De plus en plus, on voit qu'elle se fera en U très lentement et que donc on aura besoin de ce chômage pour force majeure encore plus longtemps qu'au-delà du 31 août. Je pense que de fait, comme Pierre-Frédéric l'a dit, c'est une victoire, parce que dans les discussions préalables, il y avait la possibilité, on entendait dans les discussions, que ce ne soit limité qu'au secteur essentiel, et que les secteurs non essentiels n'aient plus droit à ce chômage pour force majeure. Or, ils souffrent parfois tout autant, si pas plus, que les secteurs dits essentiels à la vie de la société. Et là, on aurait dû retomber dans une forme de ce qu'on appelle le chômage économique, qui est plus lourd administrativement, mais qui est aussi moins intéressant pour l'employeur. Par contre, c'est vrai, et c'est évidemment la revendication du banc syndical, il est plus intéressant financièrement pour l'employé. Donc c'est une excellente nouvelle. Nos entreprises en ont besoin. Tous nos sondages montrent que la reprise est encore loin d'être là. Elle est là, mais pas encore dans les normes, dans les mesures que l'on souhaiterait. Alors, qu'en est-il, Pierre-Frédéric, d'un secteur qui est devenu un peu le secteur martyr, si je puis dire, de cette pandémie? C'est le secteur de l'ORECA qui a été le premier à être confiné et puis qui n'est toujours pas sorti du confinement. La question que se posent certainement nos membres, c'est qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont les mesures sanitaires qui sont complexes à mettre en place? Est-ce que c'est les aspects économiques qui y sont liés, puisqu'on parle de baisser le taux de TVA à 6%, d'assurer la déductibilité à 100% des notes de TVA? Ou est-ce que parce que derrière le vocable ORECA, en fait, il y a les hôtels, il y a les restaurants et les cafés et qui n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes conditions, les mêmes difficultés? Alors, je pense que c'est effectivement très complexe. Vous avez raison, c'est le premier secteur qui a été fermé et c'est le secteur qui, aujourd'hui, n'a pas de perspective. Il y a une incertitude et c'est probablement ça qui est le plus difficile à vivre. Quand je prends l'événementiel de masse, il y a eu
des délais très clairs. On a dit c'est pas avant le 31 du 8 et le secteur s'est réorganisé. Les événements ont été annulés, les contrats d'assurance ont parfois joué et il y a eu de la reconstruction. On a rempli les agendas pour l'avenir. L'ORECA, aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Alors, c'est difficile parce que l'ORECA, on l'a vu, on le sait, ça rassemble les gens. Il y a un rôle social très fondamental et qu'il faut, bien sûr, préserver. Et donc, au niveau sanitaire, c'est sans doute là qu'il y avait les plus grandes craintes. Alors, aujourd'hui, la difficulté du secteur ORECA, vous en avez touché un mot, il y a les hôtels, les restaurants, les cafés. Il y a des petites structures et il y a des grandes structures. Et ce qui est valable ou la demande de l'une des branches des secteurs n'est pas nécessairement la demande de tout le secteur. Et à titre personnel, les membres UCM dans l'ORECA, pour la plupart, nous demandaient de rouvrir le plus vite possible. Ça, c'était la demande que nous avions, j'ai envie de dire, dès le début. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un peu tempéré, parce qu'ils disent, oui, mais ça va être de toute façon difficile. Est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu ? Et donc, il y a cette demande également du secteur. Il y a une crainte terrible de faire de nos restaurants des espèces de cellules avec du plexi partout et de dénaturer cet aspect convivial qu'est le restaurant. Une sorte d'hôpital, ça deviendrait une sorte d'hôpital. Donc, le problème, il est très complexe par rapport à ça. Et les aides, que ce soit à Bruxelles ou en région wallonne, sont arrivées, ou à Bruxelles, il faut reconnaître, elles sont arrivées plus vite qu'en région wallonne. Les droits passerelles ont été payés. Manifestement, c'est insuffisant. Manifestement, c'est insuffisant. Et aujourd'hui, on a des risques de faillite dans beaucoup de secteurs, mais dans le secteur ORECA, qui sont les plus importants. Donc, il y a vraiment une urgence de relancer, si c'est possible, le secteur, et une urgence d'accompagner le secteur avec un plan de relance sans doute dédicacé au niveau ORECA. La possibilité de prolonger le chômage temporaire force majeure, c'est une des choses, mais il y a sans doute d'autres éléments. L'utilisation des outils de trésorerie en région wallonne et à Bruxelles, l'appel à l'épargne privée, c'est un ensemble de mesures qui vont faire que le secteur va traverser la tempête et nous espérons avec le moins de dégâts possible. Et d'après vous, cette levée des incertitudes, c'est une question aussi qui est valable pour Olivier, elle se ferait à quel horizon? Puisque à force d'en parler, de temporiser, effectivement... Alors c'est difficile. J'ai commencé en disant la problématique, c'est le point d'interrogation au-dessus de la tête du secteur ORECA, et c'est cette grande incertitude qui fait qu'aujourd'hui c'est invivable. Ils ont envie d'ouvrir, ils ont envie de revoir leurs clients et il n'y a pas de perspective. Dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, on aura sans doute plus d'informations. Il y a un guide du déconfinement pour le secteur ORECA qui est en négociation, bien évidemment. Moi, je ne suis pas avec une boule de cristal. Je souhaite qu'on puisse avancer et que l'on puisse rassurer, ou bien on donne des autorisations pour ouvrir et on ouvre tout le monde en même temps. Je crois que c'est quand même une demande généralisée. Ou bien on attend. Mais si on attend, il faudra que les pouvoirs publics soient à la hauteur pour permettre au secteur de patienter encore un petit peu. Et ça risque d'être difficile. Alors Olivier Doissège, à un moment donné dans la réponse de notre ami Pierre-Frédéric Nist, il a utilisé le terme de trésorerie. Je voyais un récent sondage auprès d'un certain nombre de commerçants qui disait que 85% d'entre eux estiment qu'ils auront de graves difficultés de trésorerie et 62% disent qu'ils ont d'ailleurs dû diminuer leur salaire. Est-ce le cas aussi dans les autres secteurs, dans les autres entreprises? Bien sûr, le phénomène est généralisé. Alors évidemment, les secteurs qui ont été complètement fermés pendant plus longtemps que les autres, et comme l'ORECA qui sont toujours fermés, forcément souffrent plus que les autres. Mais il est évident que les problèmes de trésorerie sont extrêmement importants, et que les mesures qui ont été prises par la région wallonne, par la région bruxelloise ou par le fédéral sont déjà un ballon d'oxygène, mais qui est nettement insuffisant. Dans la dernière enquête qu'on a faite auprès de nos membres,
pour compte de l'ERMG et dont on a eu les résultats hier, on voit que la situation est toujours catastrophique pour bon nombre d'entreprises. On est aujourd'hui encore avec environ 15% des entreprises, tous secteurs confondus, qui estiment que le risque de faillite est très très probable, voire fortement probable. Donc c'est quand même énorme. Et 55% des entreprises estiment qu'elles devront licencier justement en partie pour résoudre ces problèmes de trésorerie, puisqu'à un moment donné, on ne pourra pas continuer à payer des salaires avec une activité qui va reprendre lentement. Quand on fait une projection sur 55% des entreprises vont licencier, et qu'on fait les calculs, on arrive à 50 000 personnes en Wallonie. Ça veut dire qu'on se retrouve au niveau de chômage de 2014. Et donc là, au-delà des problèmes pour les entrepreneurs eux-mêmes, on est évidemment dans un problème sociétal important. On est à 200 000 demandeurs d'emploi actuellement en Wallonie. On en ajouterait donc 25%. Donc on doit absolument, comme Frédéric l'a dit, résoudre ces problèmes pour l'ORECA, évidemment, et ces problèmes de trésorerie. Il ne faut pas oublier aussi qu'en amont de l'ORECA, il y a tout l'agroalimentaire qui souffre énormément aujourd'hui, tous ceux qui vendent à des restaurants et à des hôtels et pas seulement à des particuliers, que ce soit dans les boissons, dans les spiritueux, dans les eaux, etc., mais aussi tout l'approvisionnement en nourriture, évidemment, tous ceux qui fabriquent ici de l'agroalimentaire. Alors, vous avez parlé à un moment donné de faillite, à Dieu ne plaise, comme dirait l'autre, mais nos confrères de l'Écho ont fait une petite enquête, évidemment elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est intéressante, où ils ont interrogé un certain nombre d'avocats et de présidents de tribunaux de commerce, et il semblerait que la plupart d'entre eux s'attendent à une hausse des PRJ, donc des processus de réorganisation qui permettent aux entreprises de se délester de leurs dettes pour repartir sur un bon pied. Ils s'attendent à une hausse de 30% des PRJ. Absolument, absolument, c'est un élément extrêmement important. On a des contacts avec énormément de cabinets d'avocats. Et pour vous donner deux exemples, chacun des deux derniers cabinets que j'ai consultés nous disent que dans leur cabinet, plus de 4 ou 5 personnes sur une trentaine sont déjà à plein temps sur le traitement de PRJ. Donc c'est énorme en termes de plein temps et donc de nombre de dossiers qui sont des dossiers extrêmement lourds. Et donc de fait, la presse en parle, mais on parle souvent de la PRJ d'une entreprise qui est très connue, mais on ne connaît pas tous les dépôts de PRJ de petites entreprises que personne ne connaît et qui souffrent évidemment énormément. Donc c'est vraiment réellement problématique parce qu'on sait aussi qu'une bonne partie de ces PRJ va se terminer en faillite, comme on le disait tout à l'heure, parce que malheureusement, les problèmes de solvabilité ne sont pas résolus. Et ça, c'est évidemment une forte demande que nous avons à l'Union Wallonne des entreprises, c'est qu'on doit très rapidement passer dans un plan qui traite la solvabilité des entreprises, avec vraiment des aides d'État et le rôle de l'Europe, que l'Europe doit jouer à ce niveau-là, parce que ce qu'on a comme aide actuellement, et c'est très très bien, sont des aides qui concernent la trésorerie, mais qui créent de la dette finalement, puisqu'il faudra rembourser. Et donc, on doit absolument trouver des mécanismes et des soutiens dans un plan de relance que nous demandons, qui soit national, comme on l'a dit, à la fois fédéral et des régions, pour vraiment avoir des aides qui vont permettre de soulager, d'améliorer la solvabilité des entreprises. Alors là, en écoutant Olivier, on se rend compte que la hausse des PRJ crée en tout cas du boulot du côté des secteurs des avocats. Vous avez une double casquette, vous êtes aussi avocat, Pierre-Frédéric. Est-ce que vous constatez la même chose sur le terrain? Alors oui, on constate en effet une augmentation des PRJ, ça c'est incontestable. La PRJ, c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé sur le principe. C'est une procédure qui est lourde, c'est une procédure qui est compliquée, et il faut reconnaître que c'est un peu parfois l'antichambre de la faillite. Donc, il y a des solutions alternatives à la PRJ. La médiation? Alors, la médiation, c'est un point important. Plusieurs tribunaux, de façon spontanée, notamment le tribunal de l'entreprise du Brabant Wallon, a lancé cette idée de médiation. Nous pensons effectivement que c'est bien. Je pense qu'à une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. La médiation, elle existait, il y a moyen de la renforcer, et je pense que c'est vraiment en mettant tout le monde autour de la table qu'on trouverait une solution. La médiation, donc ça c'est un premier point. Deuxième point important, c'est le moratoire des faillites. Oui. Nous sommes des grands demandeurs de l'extension du moratoire de la faillite jusqu'au 31 décembre. Alors on a été un petit peu entendu par le gouvernement puisque ce moratoire des faillites qui avait été proposé par la Première ministre venait à échéance le 17 mai et a été prolongé jusqu'au 17 juin.
C'est un premier petit pas dans la bonne direction. Nous, on voudrait que ça soit jusqu'au 31 décembre. Pourquoi? Parce que le secteur Horeca, par exemple, va rouvrir le 8 juin si tout va bien. Le 17 juin, c'est une semaine après, on n'aura pas assez le recul suffisant. Tandis que si on travaille jusqu'au 31 décembre 2020, on aura la possibilité d'aller contacter son professionnel du chiffre, son comptable, son expert comptable, son réviseur. Et on aura la possibilité de négocier des plans d'appurement avec les créanciers. Et on se présentera devant le juge avec un dossier qui va tenir la route parce qu'on aura eu le temps. Et on aura eu le temps aussi de relancer l'activité. Et nous estimons que la prolongation du moratoire, c'est une bonne chose. Alors c'est vrai, on nous dit toujours oui, certains vont en profiter, tout ça. D'accord, c'est peut-être le cas. Ils n'en profiteront pas longtemps, ceux qui veulent tirer la couverture de leur côté. Ça sera jusqu'au 31 décembre, mais ça permettra surtout d'aider et de ne pas mettre par terre ceux qui aujourd'hui sont faibles, ont un genou au sol et risquent, en recevant une convocation devant le tribunal, de ne pas s'y présenter en disant « ça y est, c'est le coup de grâce, c'est terminé ». Les indépendants qui, jusqu'au 13 mars, avaient une activité qui fonctionnait bien, qui ont pris ce missile en pleine figure, cette obligation de fermer, qui ont un genou au sol, ils sont fragiles et il ne s'agit pas de souffler dessus à un moment où ils sont fragiles parce que c'est les faire tomber véritablement. Il faut leur laisser le temps de reprendre une activité jusqu'au 31 décembre. Même son de cloche, Olivier Doissège? Oui, bien sûr. Je voudrais insister sur un point par rapport à ce que Pierre-Frédéric a dit en disant ceux qui ont pris le missile alors qu'il fonctionnait bien. Je pense que dans le moratoire sur les faillites, il faut probablement le prolonger le plus loin possible, mais principalement pour ceux qui fonctionnaient bien avant. Il ne s'agirait pas que des sociétés qui étaient déjà en forte difficulté avant ne soient prolongées au risque à ce moment-là de poser des problèmes à leurs créanciers en termes de récupération de créances, etc. Donc il faut probablement, et c'est un débat très difficile évidemment, de voir où est la frontière dans ce moratoire, mais d'éviter que ça n'ait des répercussions négatives sur d'autres sociétés qui sont dans la chaîne. Sinon, on est tout à fait aligné sur mais c'est une bonne remarque parce qu'on l'a vu notamment pour l'Horeca. Là, je regarde Pierre-Frédéric dans le sens où, et c'est quelqu'un de la FGTB, donc qui a fait le calcul, il a constaté que dans le secteur de l'Horeca, 40% des entreprises de l'Horeca, en fait, ne déposaient plus leur bilan depuis X années pour la simple raison qu'elles avaient des fonds propres insuffisants, négatifs. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faut aider des gens qui étaient déjà mal en point auparavant? Alors, la réponse, elle est claire. C'est pas notre souhait non plus d'aider ceux qui, ne jouent pas le jeu, ne rentrent pas des comptes à heure et à temps, ça c'est évident. Mais le tout est de savoir quelle est la limite exactement. Alors, si on prend les critères, et ça a été soulevé par le RMG, les fameux critères par catégorie de sociétés, grandes sociétés, les moyennes et les plus petites, on se rend compte que ces critères, 50% des sociétés de chaque catégorie ne remplissaient de toute façon pas ces critères. Donc, il faut être un peu relativiser cela, ça c'est évident. Personne ne souhaite réalimenter une structure qui est vouée à l'échec. Je crois que c'est très clair, encore plus si on utilise l'argent public. Mais il faut être prudent aussi parce que des situations se sont très très vite dégradées depuis le mois de mars. Donc, il faudra être prudent. Et enfin, parce que ça c'est important, il y a un élément qui est fondamental aussi, on doit aider, on doit accompagner ceux qui ont des problèmes de trésorerie. Moi, je suis tout à fait demandeur qu'on mette en place, au niveau de la région wallonne notamment, une structure d'accompagnement pour aider justement ces sociétés et pour éviter les cascades de faillite. Ça, c'est un élément qui est tout à fait fondamental aussi. Olivier. Oui, et dans ce cadre-là, il y a une bonne mesure qui a été prise par le gouvernement wallon qui va de ce sens-là. C'est le programme Réaction que le ministre de l'économie a mis en place avec le gouvernement wallon qui permet justement un accompagnement qui n'est pas seulement financier, mais où il y a un coach, un consultant qui va accompagner l'entreprise dans ce programme Ré-Action pour lui permettre de rebondir avec un accompagnateur qui va l'aider à faire les plans, justement, etc., etc. Donc là, il y a déjà des choses qui ont été mises en place et qui sont en train de se développer. Et c'est capital, évidemment, d'avoir ce soutien qui ne soit pas seulement financier. On sait aussi que de nombreux entrepreneurs aujourd'hui sont seuls face à cette crise et ont besoin d'être soutenus aussi moralement, psychologiquement, dans leur prise de décision. Ce sont pour beaucoup, comme toujours dans des cas comme ça, mais amplifiés par la pandémie, des cas extrêmement difficiles. Et la solitude du décideur se fait encore plus dure à ce moment-là.
Alors on est ici avec deux membres du Cercle de Wallonie qui sont deux représentants, je dirais, du monde patronal. Il n'y a pas de syndicalisme par définition. Alors justement, parlons des questions qui ont l'heure, ou en tout cas qui fâchent certains de ces syndicalistes. On est à quelques semaines des grandes vacances. Que faut-il penser, ou que pensez-vous de la sortie de Wouter de Geest, qui est donc votre homologue, donc le patron du VOCA, donc le patronat flamand, qui dit, bah voilà, il faudra ou limiter ou reporter les vacances d'été, puisqu'on ne peut pas... Enfin, c'est la logique pure, je veux dire. Les entreprises ont été fermées pendant X semaines, et puis là, on les refermerait durant l'été. Est-ce que ça pose pas un problème? Si, c'est évidemment un point d'attention extrêmement fort pour nous. Donc, comme on l'a dit, cette semaine-ci, on est tout à fait aligné avec la position du VOCA. On a simplement introduit, nous, une nuance en disant on voudrait bien que le report potentiel des jours de congé de cet été 2020 puisse être effectif au-delà de la limite traditionnelle qui est le 31 mars de l'année suivante, et donc qu'on puisse éventuellement reporter ces congés plus loin. Il y a des personnes qui ne souhaitent pas nécessairement prendre des congés de printemps ou d'hiver et qui veulent absolument les avoir en été. Donc je trouve qu'on devrait avoir cette souplesse-là. Pour nous, ça doit se discuter entreprise par entreprise ou secteur par secteur. Ce qu'on constate quand même, c'est deux choses. C'est qu'une bonne partie des collaborateurs sont demandeurs pour plusieurs raisons. Un, parce qu'ils n'ont pas envie de partir en vacances, notamment pour les raisons sanitaires évidentes. Deux, pour une bonne partie d'entre eux, ils ont perdu jusqu'à 30% de leur salaire en étant au chômage pour force majeure pendant un certain temps, et par conséquent, ils n'ont peut-être pas épargné suffisamment pour les vacances. Et la troisième raison, c'est qu'un certain nombre se rend compte qu'il y va aussi de la viabilité de l'entreprise qui l'emploie, et que par conséquent, en travaillant maintenant, en récupérant un certain retard, évidemment tout ça s'applique aux entreprises, non pas qui sont en train d'essayer de récupérer un peu de chiffre d'affaires, mais toutes celles qui doivent surtout récupérer un retard dans des chantiers ou autres, par exemple, et qui, on en discutait encore hier dans une réunion à l'Union wallonne des entreprises, notamment dans le secteur de la construction, beaucoup de collaborateurs demandent eux-mêmes à ne pas nécessairement prendre leur congé maintenant, qu'il n'y ait pas de fermeture, les traditionnels congés du bâtiment, et par conséquent de pouvoir les reporter plus loin. Donc il y a parfois, je dirais, un discours tout à fait différent entre ce que les syndicats demandent et la réalité du terrain à ce niveau-là. Et à l'UCM, les travailleurs sont aussi consciencieux que du côté de l'Union wallonne? Oui, bien sûr, mais trois observations par rapport à la problématique des congés. Donc, c'est évident, c'est important, on a besoin, pour une bonne relance, que tout le monde soit sur le pont, et il y a une concertation, il y a un quasi-consensus là-dessus. Le groupe des 10 va se saisir, à partir du 15 juin, de la problématique du report des vacances. Donc on va discuter ce point-là. C'est vrai, c'est un peu touchy, c'est un peu dogmatique. On veut bien évidemment respecter le principe des vacances. Loin de nous l'idée de supprimer ça, mais sans doute introduire de la flexibilité. Deuxième chose, il y a une proposition de loi qui a été déposée il y a 2 jours par l'OpenVLD et qui va justement dans le sens du report des jours de congé. Donc le Parlement va être saisi de cet aspect-là. Et troisièmement, chez UCM, on va même au-delà sur 2 points. Premièrement, dans le même sens que le sens développé par Olivier, on doit reporter les congés de 2020 à 2021, mais je pense qu'on doit même aller au-delà. On doit même aller au-delà parce que, malheureusement, la reprise ne va pas se faire aussi facilement et donc on doit pouvoir, en concertation, on doit pouvoir aller au-delà. Et enfin, certains souhaitent instaurer aussi un compte carrière où le travailleur comptabilise l'ensemble de ses congés, etc. Nous y sommes opposés chez nous parce que dans les petites structures, gérer cela, c'est vraiment très très difficile. Mais donc c'est un sujet important. Rendez-vous à partir du 15 juin sur le sujet puisque le groupe des 10 va avancer là-dessus. Alors Olivier Doissège, autre sujet très important, et notamment pour rattraper le travail, c'est perdu si je puis dire, ce sont les heures sup, qui sont limitées actuellement à 100 heures par an, et je pense que votre organisation voudrait aussi qu'elles passent sans doute à plus de 100, 220 heures par an. Qu'en est-il, où en est-on dans ce dossier? On essaye, donc c'est aussi un débat extrêmement important. Je pense réellement qu'on a besoin de flexibilité dans le travail. Je pense que c'est évident dans toutes les petites entreprises où en général on sait que les collaborateurs vont facilement être beaucoup plus souples et flexibles, mais on constate aujourd'hui de fait une forte résistance des syndicats à ce niveau-là.
un peu avec du dogmatisme, hein, évidemment, et en traitant ce dossier de la flexibilité qui est de réflexe passéiste, etc. Nous ne sommes évidemment pas d'accord parce qu'on est dans des circonstances exceptionnelles, comme je l'ai dit dans une interview dans un quotidien avant-hier, quand la maison brûle, tout le monde se précipite pour éteindre l'incendie et on ne commence pas à discuter des horaires pour arroser. Oui. Je pense que c'est un point extrêmement important. On est aujourd'hui dans une situation qui nécessite l'urgence. On doit respecter évidemment les travailleurs et leurs droits, mais je pense qu'on doit avoir beaucoup plus de flexibilité avec ces heures supplémentaires aujourd'hui. Nous demandons aussi une annualisation du comptage des heures supplémentaires, puisqu'en général les maxima sont déterminés par trimestre, et ici on permettrait de les globaliser sur un an. Et ce serait donc beaucoup plus facile aussi pour en accumuler pendant une certaine période et puis un peu moins plus tard. De toute façon, même indépendamment d'une crise, c'est déjà une demande parce qu'on sait bien qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus saisonniers que d'autres et où on pourrait justement avoir cette flexibilité. Et la deuxième chose que nous demandons et qui est liée à ces heures supplémentaires, c'est évidemment le décalage des horaires de nuit, hein, où actuellement on est à 20 heures en Belgique, alors que la plupart des pays voisins sont à minuit, qui donc sont une charge supplémentaire importante pour les entreprises. C'est une demande qu'on avait déjà depuis très très longtemps parce que ce n'est pas venu avec la crise, notamment dans tout le secteur des centres de distribution, des centres logistiques et notamment la logistique du commerce électronique, mais d'autres logistiques aussi, où on constate qu'une bonne partie des entrepôts des magasins aujourd'hui se trouvent dans le sud de la Hollande ou dans le nord de la France, où la législation sur le travail de nuit est beaucoup plus souple. Alors avant de céder la parole aux membres qui ont enregistré des vidéos et qui vous poseront donc des questions en direct, on va les voir d'ici quelques secondes. Encore une question, et je dirais c'est même une frayeur de beaucoup de patrons, d'entrepreneurs, et notamment donc de nos membres, par rapport à cette proposition de loi qui est déposée donc par un parti qui viserait à interdire ou à geler les licenciements pendant la pandémie, voire même 6 mois après la fin du chômage temporaire. Oui, alors c'est difficile, hein, bien évidemment. Je pense que les syndicats nous réhabituent un petit peu, malheureusement, avec du dogmatisme, comme disait Olivier, et je pense que c'est vraiment pas le signal qu'on doit donner. Il ne faut pas oublier une chose, tout ce que nous demandons, c'est pour développer l'emploi, c'est pour sauver l'emploi. Et toutes les mesures que nous demandons, des facilités au niveau du licenciement, notamment de la flexibilité au niveau des horaires, nous le demandons aujourd'hui parce qu'il y a une véritable crise. Et ce n'est pas pour ça qu'on veut réformer l'ensemble du droit du licenciement. Ce n'est pas ça. Nous demandons de façon temporaire des mesures qui sont indispensables. Si dans une PME, il y a 5 personnes et qu'il y en a 5 qui sont en chômage temporaire et qu'on veut en reprendre 3 et qu'on doit en licencier 2, si les 2 qu'on doit licencier, on doit le faire à plein pot, si je puis dire, nous n'allons peut-être pas sauver les 3 autres. Et ça, c'est pas du dogmatisme, ça c'est la réalité économique dans laquelle on est aujourd'hui. Nous voulons des facilités de licenciement et des simplifications, et donc la proposition de loi qui veut aujourd'hui interdire ce type de licenciement, outre le débat que quand je contracte, je dois pouvoir décontracter également, signer un contrat, je dois pouvoir m'en défaire, le travailleur aussi, hein, c'est comme si on interdisait les démissions aussi, hein, quelque part, au niveau des principes, c'est heurtant, et c'est tout à fait inadapté à la situation économique que l'on traverse. Olivier. Oui, ben c'est aussi un problème évident de cash, hein, pour les entreprises. Le coût d'un licenciement est extrêmement cher, hein, et donc c'est pour ça qu'on dit ben, s'il pouvait être couvert aussi, hein, par le chômage force majeure, hein, ce qui était la proposition qui a été débattue et maintenant renvoyée au Conseil d'État. Nous sommes évidemment pour cette couverture. Alors bien sûr, c'est une aide de l'État par rapport à des licenciements, mais aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il vaut mieux aider tôt et que ça coûtera moins cher que des détards. Parce qu'à un moment donné, si on doit procéder à des licenciements sans aide, que va faire l'entrepreneur qui n'aura pas le cash pour le faire? Il va devoir emprunter pour licencier. Et donc, de nouveau, on retombe dans le problème qu'il est en train de pénaliser sa solvabilité uniquement à cause de problèmes de trésorerie. Donc, il faut être le plus souple possible. On est vraiment dans un cas de force majeure. Hein, je le rappelle, probablement
autour de 50 000 emplois perdus en Wallonie si la situation ne s'améliore pas plus vite que ce qu'on prédit pour le moment. Donc c'est quand même extrêmement important d'avoir le maximum de mesures. On préconise d'ailleurs à ce niveau-là aussi que déjà maintenant, on commence à préparer les personnes qui perdent leurs emplois ou même celles qui sont au chômage temporaire à acquérir de nouvelles compétences pour retrouver plus facilement du travail par après. Actuellement, il y a beaucoup de cours en ligne qui existent et on a remarqué qu'ils avaient été très peu suivis par les personnes en chômage temporaire alors qu'ils avaient la possibilité de le faire. Je pense qu'il faut retaper sur ce clou pour cet été-ci, profiter de la base de données de cours à distance qui existe au Forum, mais qu'elle peut partager aussi avec Actiris et le VDAB ou avec les universités et les hautes écoles pour se former, faire ce qu'on appelle de l'upskill et pouvoir peut-être acquérir de nouvelles compétences qui seront toujours utiles si on retrouve son boulot dans la même boîte ou si, malheureusement, on devait changer d'emploi. Alors, vous savez que le but de ces webinaires, c'est pas que je monopolise la parole, notamment sous forme de questions, mais c'est aussi de permettre à nos membres, les membres du Cercle de Wallonie, d'avoir un peu d'interactivité. Et donc, on a un petit peu innové et un certain nombre d'entre eux ont accepté de jouer le jeu, de vous poser des questions par vidéo interposée. Et donc, la première, si je ne m'abuse, est celle de Luc Partoun, le patron, le directeur de l'aéroport de Liège. La crise du Covid-19 frappe l'économie de manière différenciée. Certains secteurs souffrent beaucoup plus que d'autres. Je pense notamment au secteur du tourisme, l'ORECA également. Ces secteurs se mobilisent, créent des collectifs. La question qui se pose, c'est comment vos organisations vont appréhender cette différence de traitement et comment vont-elles défendre en particulier ces secteurs qui souffrent énormément aujourd'hui. Merci Luc. Voilà, qui démarre? Pierre-Frédéric? Oui, mais alors le but chez UCM est bien évidemment, et on le dit toujours, de ne laisser personne au bord du chemin, ça c'est vrai. Alors nous avons dès le début travaillé pour éviter d'avoir les oubliés du corona qui deviennent les révoltés, entre guillemets, du corona. Donc on a essayé vraiment de ratisser très large, bien évidemment. De façon concrète, c'était le droit passerelle pour les indépendants, droit passerelle classique et puis le droit passerelle partiel, et puis l'accompagnement bien évidemment au niveau des aides de la région wallonne et de la région bruxelloise, et puis nous les écoutons. Nous les écoutons et on apporte un soutien, par exemple, à la mise en place du télétravail. Pas oublier que le télétravail, c'est sans doute l'avenir ou une forme d'avenir du travail. Chez UCM, on le faisait. C'était un peu lourd, c'était un jour par mois. Maintenant, c'est quasi généralisé. Tout le monde est en télétravail jusqu'au 31 juillet jusqu'au fin juillet. Donc, c'est important, on doit pouvoir le faire. Tout ce qui est digitalisation, c'est l'occasion de surfer sur le problème Covid pour accélérer toute une série de choses. Nous le faisons également et nous le faisons en respectant le souhait de chacun, le rythme de chacun et sans culpabilité. C'est pas « oh, vous devriez faire ça », c'est « oh, ça n'ira pas si vous ne le faites pas ». C'est d'accompagner, de pouvoir créer vers une redéfinition de la façon de travailler dans beaucoup de secteurs à l'avenir. Alors, on va prendre une deuxième question de Paul de Sauvage, promoteur immobilier bien connu dans la région de Namur, qui est aussi donc effectivement membre du Cercle. Bonjour. La crise actuelle va créer des trous très importants dans le budget de l'État. Les gouvernements vont avoir tendance à créer de nouvelles taxes, de nouvelles charges pour les entreprises. Ma question est, est-ce que ce n'est pas le moment idéal de refaire une réforme importante de la fiscalité, de la simplifier? Et est-ce que l'Union wallonne des entreprises et l'UCM réfléchissent ensemble à proposer justement une réforme intelligente qui convienne aux entreprises, une réforme d'une fiscalité plus juste et plus efficace? Alors, avez-vous des modèles qui permettent d'étudier ce type de réforme, leur impact sur le budget de l'État? Avez-vous des routines informatiques qui permettent de valider certaines hypothèses? Merci. Ouais, je vois que nos membres sont branchés au niveau communication. Très belle vidéo, effectivement, de Paul de Sauvage. Olivier, alors?
Oui, bien sûr, on a besoin de cette réforme de la fiscalité. Je pense que Paul a tout à fait raison et on y travaille. On travaille beaucoup, nous, sur le budget wallon et de voir dans quelle mesure il va pouvoir aider les entreprises et faire face à cette crise. Hein. On parlait avant la crise du budget base zéro. Ça va revenir sur la table à un moment donné. Et donc, il est évident qu'une partie de la fiscalité va être une réponse à toute la crise que l'on vit. On pense notamment aux réductions de cotisations sociales dont une partie revient à l'État fédéral, mais il y a une partie qui peut revenir à la région et bénéficier aux entreprises. Nous souhaitons évidemment qu'elles bénéficient notamment aux entreprises dont on sait que les charges sont extrêmement importantes et qu'elles pénalisent notre compétitivité. De manière plus globale, au-delà de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, qui concerne principalement, je dirais, cette phase de reprise, je pense qu'on doit vraiment prévoir un plan de relance, c'est ce à quoi nous appelons, où on va notamment aller chercher, et notamment pour soulager justement les budgets régionaux ou fédéraux, un maximum d'argent à l'Europe. On doit absolument profiter, entre guillemets, de l'opportunité que l'on va avoir pour avoir notre part, passez-moi l'expression, du gâteau et la louer convenablement à cette relance qui va être importante et qui nous passe probablement par une relance des exportations. On sait qu'elles vont souffrir énormément. Une relance certainement de la R&D, d'être encore plus innovant, d'avoir plus d'aide de l'État par rapport à la recherche et au développement par les entreprises pour avoir notamment plus de produits finis. La Wallonie souffre parfois d'avoir trop de produits intermédiaires. L'État lui-même, au niveau fédéral ou au niveau régional, sans aller jusqu'à la fiscalité, peut avoir aussi des plans importants qui vont travailler sur la demande, notamment un plan d'infrastructure. Nous demandons à avoir un grand plan d'infrastructure qui vont permettre de faire travailler des tas d'entreprises et d'avoir des investissements productifs plutôt que des dépenses courantes qui prennent une part importante du PIB à ce niveau-là. Alors, autre question, celle de Geoffroy Moreau, autre membre récent du Cercle, très dynamique aussi de son côté, un financier. On l'écoute. Je suis actif dans le domaine de la fusion-acquisition et ce secteur est très fortement impacté par la crise du Covid puisque les derniers chiffres au niveau mondial présentent une diminution de l'ordre de 70% du nombre de transactions entre le mois de janvier et le mois d'avril 2020. Ma question a trait essentiellement à la prévisibilité de ce qui pourrait se passer en cas d'une seconde vague. En effet, c'est essentiellement les conséquences du lockdown qui ont un impact au niveau économique. Pensez-vous que les gouvernements en général et surtout le gouvernement belge remettraient en place un lockdown tel que celui qui a été mis en place ici au mois de mars et avril en cas d'une seconde vague? Pensez-vous qu'ils en mettraient en place un aussi dur, un plus léger? Et quelle est la position de vos organisations respectives par rapport à un potentiel second lockdown? Merci beaucoup. Voilà, ça c'est la question à 1 000 €. Est-ce qu'on peut imaginer malheureusement demain un reconfinement? Alors l'imaginer, oui. L'imaginer, oui. Je pense qu'il faut se souvenir de la première conférence de presse de la Première ministre qui a dit clairement « rien n'est jamais gravé dans le marbre » et que le système qu'elle a proposé de déconfinement, c'était un système par phase et que la phase nouvelle dépendait de l'exécution de la phase précédente. Donc le risque, il existe. On en est conscient. Nous avons demandé à nos membres, à nos clients, nous avons demandé à tout le monde de jouer le jeu et objectivement, les indépendants et les dirigeants de PME ont joué le jeu. Les entreprises se sont adaptées, ont respecté les consignes sur le plan sanitaire. Les commerçants étaient tout fous de pouvoir rouvrir. Ça a été difficile, mais ils étaient prêts, ils ont joué le jeu. Et donc, tout a été fait pour qu'on n'ait pas ce retour en arrière. Parce que qui dit le nouveau lockdown dit à nouveau arrêt de l'activité sur le plan économique, et donc on est reparti à zéro au niveau d'une relance. Donc si une deuxième vague doit arriver, c'est toujours possible, bien évidemment. Moi, je suis juriste, je ne suis pas médecin, mais si ça doit arriver, nous souhaitons que ça soit bien évidemment le plus faible possible, et j'ai envie de dire le plus loin possible. Pourquoi? Mais parce que ouvrir maintenant et refermer dans un mois, c'est vraiment rendre le décollage impossible. Si c'est dans un an, c'est mauvais aussi, hein, nous sommes bien d'accord. Mais si c'est dans un an, on aura quand même pu, peut-être, arriver à un certain palier, à une certaine stabilité.
Mais nous souhaitons bien évidemment, parce qu'il y a l'aspect psychologique aussi, hein, un nouveau lockdown va casser les esprits de tout le monde économique. Et comme vous savez, c'est fondé sur la confiance. Il faut qu'on ait confiance les uns vis-à-vis des autres pour relancer les activités. Et ça viendrait casser cette confiance. Donc c'est très très embêtant si ça arrive. Même opinion, Olivier Doissège? Oui, bien évidemment. Je ne suis pas non plus médecin, donc je ne vais pas faire de projection. Mais on doit évidemment éviter cela et tout faire pour ne pas y arriver, ou que ce soit le plus loin et le plus court possible. Je pense qu'on doit aussi préparer, et on le fait à l'Union Wallonne des entreprises, réfléchir aux leçons apprises de cette crise et de voir les enseignements pour les entreprises. On en a parlé à propos du télétravail, mais il faut en parler aussi en termes de gestion de stock, la notion de stock stratégique, etc., de diversité de ses fournisseurs, plutôt que d'être dépendant d'un seul fournisseur qui est peut-être dans un pays qui pourrait être plus rapidement touché qu'un autre par une pandémie, et donc toutes ces notions de dépendance. Donc c'est toutes des réflexions qu'on va devoir avoir et qui devront se faire dans le sens justement d'être prêts à affronter à court ou à long terme des nouveaux problèmes de ce type-là. Je pense que c'est extrêmement important par rapport à ce qui a été dit par rapport à la transmission, à la reprise d'entreprises. Je pense que de fait, il va y avoir un challenge à ce niveau-là parce que des entreprises se sont certainement affaiblies maintenant pendant la crise et n'auront peut-être comme solution de, à un moment donné, s'allier avec une autre, et on va avoir certainement une relance à ce niveau-là. Et le gouvernement wallon réfléchit actuellement à des mesures à ce niveau-là, avec son outil, la So Access, pour voir comment on peut accompagner les entrepreneurs qui vont rapidement se poser des questions par rapport à toute cette problématique-là, en disant la crise nous a mis dans une situation peut-être plus vite que prévu, on aurait voulu revendre l'entreprise ou à un moment donné fusionner, et de se dire tiens, ça arrive plus vite que prévu, un peu forcé et contraint. Alors, avant-dernière vidéo, enregistrée par aussi un membre éminent du CERD de Wallonie et d'ailleurs partenaire, c'est Thierry Nollet. Cher Olivier, cher Pierre-Yves, bonjour à tous les deux et bonjour à tous ceux et celles qui ont rejoint ce webinaire organisé par nos amis et partenaires du CERD de Wallonie. Alors, plus qu'une question, un partage ici entre nous tous. Nous sommes probablement tous des Wallons de conviction et très sensibilisés par rapport à l'ampleur de cette crise, très conscients également des enjeux qui vont se jouer en sortie de crise. Et donc vous savez que nous avons, en tant que premier groupe social wallon, lancé un large plaidoyer ces dernières semaines auprès des médias pour, en l'occurrence, conscientiser nos politiques de l'importance de pouvoir associer dans la mise en place d'un plan de relance le monde des secrétariats sociaux. Et donc je suis convaincu que l'Union Wallonne des entreprises et l'Union des classes moyennes pourront porter ce message, comme je serai très clairement rassuré de l'initiative qu'ils pourraient lancer à nous réunir toutes et tous pour fédérer davantage les forces vives socio-économiques wallonnes qui en auront bien besoin dans un contexte de crise où malheureusement nous devons en plus de ça enregistrer une espèce de désunion politique qui inquiète et un renforcement du point d'ancrage des syndicats qu'il sera sensiblement difficile de pouvoir gérer et guider. Donc voilà la question que j'ai à vous poser. Quand ouvrons-nous ensemble nos agendas pour mettre en place une task force qui puisse répondre valablement aux enjeux et aussi aux intérêts du monde socio-économique wallon? En tout cas, nous nous rendons comme groupe S disponible dès que vous le pouvez et dès que vous le souhaitez. Merci. Merci Thierry, c'est ce qu'on appelle un appel du pied. Oui, tout à fait, que nous entendons bien évidemment, mais je pense que c'est important. Je crois que Thierry dit à juste titre que nous sommes tous des Wallons convaincus. Qu'est-ce qu'on devra retenir en fait? On devra retenir que nous devons nous connaître entre nous, nous devons faire du B2B Wallon peut-être encore plus qu'avant. Il y a, et sur le plan sanitaire c'était très clair, il y a des industries qu'il faudra relocaliser en Belgique de façon tout à fait fondamentale. Il y a... Encore faut-il avoir les terrains, mais c'est un autre débat. Encore faut-il avoir les terrains, on est bien d'accord. Mais donc ça veut dire que faire du B2B Wallon, c'est la première ligne dans le plan de relance UCM, parce qu'on en est bien évidemment convaincu. B2B Wallon, mais ça veut dire
Exporter également, bien entendu, hein, ça je pense que c'est, et pour tout le monde, pas uniquement pour les grandes entreprises, l'exportation n'est pas réservée au contraire aux grandes entreprises, donc les PME sont actives aussi, et quant à une invitation de Thierry de se mettre tous autour de la table pour développer notre Wallonie, c'est bien entendu quand il veut, c'est certain. Et Olivier, également? Alors oui, bien sûr. Deux réactions à ce niveau aussi. Je pense que la crise a aussi montré le déficit de fonctionnement de nos institutions. Notre lasagne institutionnelle a montré ses limites, hein, et pas seulement dans le domaine de la santé. On le voit encore aujourd'hui, c'est vraiment un problème majeur, par exemple dans le dépistage et le tracing au niveau des entreprises, hein, où on est en train de ne pas s'occuper de ça. Hein. Nous sommes vraiment très interpellés. Pourquoi? Parce qu'on se renvoie la balle entre le fédéral et le régional. C'est vrai que c'est une matière qui est mixte, et aujourd'hui, on n'a toujours pas une procédure claire sur la façon dont se passe cette problématique du dépistage et du tracing en entreprise. On a beau écrire, on reçoit très peu de réponses, ou on se renvoie la balle, et ça commence à devenir interpellant. Alors pour le moment, c'est moins interpellant parce qu'il y a très peu de cas, pour le moment, heureusement, hein, de cas en entreprise qui se détectent tout d'un coup à 10 h du matin. Le collaborateur qui commence à dire « j'ai de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait, à quel centre de dépistage, est-ce qu'on l'envoie ?» mais le jour où il y en aura plus, on n'a absolument pas de procédure claire à ce niveau-là. Je pense que l'autre point de vue, c'est par rapport aux relocalisations. Évidemment, on est tout à fait aligné sur le fait qu'il faut essayer de consommer plus local, etc. Le problème des relocalisations va évidemment bien au-delà de la problématique des terrains disponibles, qui est néanmoins une problématique importante. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un mouvement fort en disant oui, il faut relocaliser. Il faut bien évidemment étudier la façon dont on va le faire. Pour nous, ça ne peut se faire qu'au niveau européen. Parce qu'on sait qu'en relocalisant, on va être plus cher. Le produit fini, qu'il soit du B2C ou du B2B, sera plus cher. Si nos voisins allemands ne relocalisent pas, ils seront toujours meilleur marché, et on perdra des parts de marché. Donc ça doit se faire au niveau européen, certainement. 2, on doit étudier jusqu'où on va pour éviter notamment des mesures de rétorsion. Si demain on importe moins d'Asie, peut-être qu'on exportera moins en Asie parce qu'ils décideront de moins importer nos produits chez nous. 3, il y a le problème des terrains. Et 4e, il y a aussi cette problématique dont on se plaint depuis énormément de temps, c'est ce qu'on appelle le phénomène NIMBY. Personne ne veut plus d'industrie. Quand le gouvernement wallon s'est mis en place, la déclaration de politique régionale dit « Nous voulons une Wallonie accueillante pour les investisseurs étrangers et pour les investisseurs flamands et à la limite pour que les Wallons continuent à investir ». Aujourd'hui, si on prend le cas de l'industrie, on a 14% du PIB wallon qui est fait par l'industrie. On demande depuis longtemps de passer à 20%, ce qui est la moyenne européenne. La Chine, par exemple, est à 40%. Mais chaque fois qu'on a un dossier d'installation d'une entreprise, d'extension d'une entreprise, notamment si elle est industrielle, personne n'en veut. Personne n'en veut. Personne n'en veut. Et au moment où le gouvernement s'installait et faisait sa déclaration de politique régionale, en disant « nous voulons des Flamands qui investissent en Wallonie », on était en train de bloquer un dossier bien connu dans le Hainaut, dans le domaine de l'agroalimentaire, uniquement parce que 2 voisins d'un parc d'activité économique bloquaient le dossier, que le bourgmestre bloquait le dossier. Et donc nous, on dit cette mentalité que l'on veut, que tout le monde souhaite aujourd'hui, il va falloir qu'elle percole jusqu'au bout de la chaîne, donc d'abord dans les communes. Il y a 20 ans, on était très fiers d'accueillir ce qu'on appelait un zoning industriel. Aujourd'hui, c'est un parc d'activité économique, une extension d'un parc d'activité économique. On préfère avoir des citoyens, etc. Et donc, il va falloir travailler sur cette mentalité qui fera qu'on acceptera d'avoir peut-être plus d'entreprises, plus d'industries en Wallonie. Merci Olivier. On arrive au terme de ce webinaire avec une dernière question, celle de Michel Peters, qui est aussi membre et partenaire du Cercle. Bonjour Pierre-Frédéric, bonjour Olivier. Content de vous retrouver dans ces circonstances un peu exceptionnelles. D'abord, je profite de cette occasion pour vous féliciter du superbe travail que vous faites pour défendre l'intérêt des entreprises en Wallonie. Donc tout d'abord, un grand merci. La question qui me vient à l'esprit, c'est l'après-crise, l'après-Covid, c'est-à-dire la rentrée économique, on va dire septembre pour être optimiste. Le bain de sang social annoncé dans la presse, les restructurations d'entreprises, les licenciements collectifs et autres, que comptez-vous faire pour éviter ça? Voilà, ça mes questions. Voilà, bonne continuation.
Ce qu'on compte faire, c'est évidemment de faire en sorte que la reprise se passe le plus vite possible et avec le maximum d'aide, comme on a eu l'occasion de le dire pendant toute cette interview, qui évite justement, qui minimise le nombre de licenciements, parce que les éviter, on ne le fera pas. Nous, on craint quand même, Michel parlait de la reprise de septembre, il n'a pas dit l'année, donc il faudra lui reposer la question. On s'attend à une vague de licenciements, et notamment des licenciements collectifs avec la procédure Renault dans le courant de l'automne, ce qui va être très difficile aussi à discuter avec les syndicats, et on s'y prépare déjà, parce qu'on va se retrouver en même temps avec les élections sociales qui normalement devraient avoir lieu en octobre ou en novembre, sauf si les discussions au niveau du G10 en changent éventuellement la date. Et il faut se préparer par rapport à ça, d'où ce que je disais tout à l'heure sur peut-être déjà anticiper en termes de formation, d'accompagnement, mais peut-être aussi réfléchir à peut-être des plateformes qui permettraient des échanges de collaborateurs, soutenir cela. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une partie des collaborateurs qui vont malheureusement peut-être devoir être licenciés, c'est pendant la période avant qu'on ne revienne au pristine état, c'est-à-dire celui d'avant la crise. Et donc, il y aura certainement aussi des réengagements le plus rapidement possible par des entreprises, et donc peut-être que des souplesses de flexibilité du travail inter-entreprise pourraient être envisagées. Pierre-Frédéric? L'objectif, c'est vraiment de travailler sur l'emploi. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et l'emploi, ça passera par des licenciements, on en a déjà parlé. Il faut que ça soit simple et le moins coûteux possible. À titre exceptionnel, j'insiste, à titre exceptionnel, on ne demande pas une réforme du droit de licenciement. Ensuite, ce sont les régions pour l'emploi qui ont les clés en main. Il y a des possibilités, notamment via le Forum, il y a toute une série de mécanismes qui étaient déjà budgétisés pour 2020, qui n'ont pas été consommés depuis le 13 mars. Donc il y a des réserves à ce niveau-là. Et notre message, il est très clair. Si on doit licencier, c'est pour sauvegarder, mais c'est également parce qu'on souhaite en même temps promotionner l'emploi. On souhaite relancer l'emploi, sinon ça va être vraiment la catastrophe. Et nous souhaitons, et je tends la main aux syndicats à ce niveau-là, nous souhaitons se mettre autour de la table pour avoir une vision positive sur l'emploi dans les régions et que l'on puisse former et que l'on puisse accompagner les employeurs à maintenir le niveau de l'emploi et à le renforcer. C'est vraiment fondamental pour nous. Pierre-Frédéric, je propose que ce soit le mot de la fin de ce webinaire. Je vous remercie tous les deux en tant que membres du Cercle et puis avec vos fonctions respectives. Merci pour votre temps à tous les deux. Merci pour votre expertise à tous les deux et votre partage de savoir-faire et d'expérience surtout. Et puis, je donne rendez-vous donc la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un autre webinaire sur la transformation numérique. Et Dieu sait, c'est important, je dirais, dans cette période, avec Thierry Geertz, le patron de Google Belgique, et le patron de NRB, Pascal Laffineur, qui seront là. Et puis, comme d'habitude, on va continuer à innover, notamment comme on le fait maintenant. Et on a forcément très très hâte de vous retrouver en présentiel, au plus tard en septembre, je l'espère. Merci beaucoup.